Bienvenue dans la revue de presse grand format. C'est parti pour une heure de décryptage approfondi et de débats captivants autour de l'actualité en Côte d'Ivoire. Radiation de Tidiane Thiam de la liste électorale. Les avocats du président du PDCI annoncent avoir introduit un recours devant le tribunal du plateau contre la décision de justice rendue le 22 avril 2025. Que peut changer cette saisine dans la situation juridique de Tidiane Thiam? On en parle dans un instant. Dans le même temps, le RHDP prépare son deuxième congrès ordinaire prévu pour les 20 et 21 juin 2025, selon l'annonce faite par le directoire du parti au pouvoir. Et nous terminerons par le secteur éducation-formation. Plusieurs enseignants ont constaté des ponctions sur leur salaire du mois d'avril, conséquence des grèves organisées du 3 au 9 avril 2025. Deux invités avec nous sur ce plateau pour décrypter, débattre de tous ces sujets aussi importants les uns que les autres. Jean-Hubert Kofo, journaliste à l'Intelligent d'Abidjan. Jean-Hubert, bonsoir. Bonsoir, Khalil. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes sur ce plateau avec Ake Renaud. Bonsoir. Bonsoir, M. Khalil. Vous êtes le président d'une organisation de la société civile qu'on appelle Debout Citoyens. Vous êtes aussi analyste politique. Merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons entrer tout de suite dans le vif du sujet juste après ceci. Monsieur, la décision de radiation de Tidiane Thiam de la liste électorale prononcée par le tribunal de première instance d'Abidjan continue de dominer l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Le lundi 28 avril 2025, le Conseil des avocats du président du PDCI RDA, lors d'une conférence de presse à la maison du parti à Cocody, a annoncé avoir introduit un premier recours devant le tribunal du plateau. Les avocats dénoncent un vice de procédure et exigent un nouveau procès devant un autre juge. Kofo Jean-Hubert, la question qu'on se pose, que peut changer réellement ce recours qui a été déposé par les avocats de Thiam? De prime abord, je suis juriste d'abord. Donc, tout naturellement, je vais réagir en tant que journaliste. Et en tant que journaliste, ce que moi je sais, et ce qu'on a eu comme information depuis le début de cette affaire, c'est que cette décision de justice-là n'est pas susceptible d'un recours. Ça veut dire que la décision qui est tombée, elle est tombée et un point c'est tout. Et puis après, c'est quoi? C'est le Conseil constitutionnel qui aura le dernier mot, puisque on imagine que le PDCI RDA, dans sa posture actuelle, qui veut forcément avoir qui ne veut avoir que comme candidat M. Tidiane Thiam, va vouloir candidater, je veux dire, déposer les dossiers de candidature de Tidiane Thiam, tout ça. Et en dernier ressort, c'est le Conseil constitutionnel qui va trancher. Donc j'estime que les recours que les juges, que l'équipe d'avocats du PDCI RDA va déposer au niveau du tribunal d'Abidjan, la décision ne sera pas rendue par le tribunal d'Abidjan, puisque la décision à ce niveau-là n'est pas suivie d'un recours. Donc on imagine que c'est finalement le Conseil constitutionnel qui va trancher à la fin, quand les dossiers de candidature vont arriver, et qu'il sera question de dire qui a le droit d'être candidat ou pas. Mais ce que moi je retiens déjà, c'est que déjà Tidiane Thiam, hier, il était sur une plateforme TikTok, où il échangeait avec certains des militants, tout ça, et il a dit, moi, quelque chose qui m'a vraiment intrigué. Quand Tidiane Thiam dit que lui, Tidiane Thiam, en venant à la tête du PDCI RDA, en candidatant pour la présidence du PDCI RDA et en s'inscrivant sur la liste électorale en 2024, il ne savait pas que... 2022. En 2022, il ne savait pas il ignorait l'existence de l'article 48 de cette loi de 61. Pour vous, ça signifie quoi? Mais c'est grave. Pourquoi? C'est très grave parce que je me dis quoi? Mais quand on veut se lancer dans une bataille,
mais on prend quand même la mesure, enfin, le temps de voir tout ce qu'il y a comme piège et tout ça. Est-ce que je remplis les conditions pour ça? Dès lors que M. Tidjane Thiam n'a pas pris les mesures, enfin, ne s'est pas... Elle n'a pas pris le temps de se rassurer, de s'assurer. C'est-à-dire aller voir pour voir que, effectivement, est-ce que je peux être candidat? Est-ce que si je m'engage à la tête du PCI-RDA, est-ce que je peux être candidat? Et qu'il dit sur une page TikTok que lui, il ne savait pas que ce test existait, qu'en s'inscrivant, il ne savait pas qu'il n'était plus ivoirien. Mais ça veut dire qu'en fait, Tidjane Thiam a induit le PCI en erreur. C'est ce que ça veut dire. En erreur, ben, quoi, par négligence ou par... je ne sais pas comment décrire ça, mais dit aujourd'hui que je ne savais pas que en m'inscrivant sur la liste électorale et en m'inscrivant, je ne sais pas, pour candidatant à la tête du PCI-RDA, je ne savais pas que je n'étais plus ivoirien. Il a dit ça sur la plateforme TikTok, mais c'est grave. C'est très grave de le dire. Et ça, je pense que les militants du PCI-RDA devraient, en principe, sur la base de ça, se fâcher très durement contre Tidjane Thiam. D'accord, on vous a bien compris. Aké, quel est votre avis, votre analyse de ce recours qui a été, que les avocats du PDCI annoncent avoir déposé auprès du tribunal? Bon, est-ce que ça peut faire évoluer la situation juridique de Tidjane Thiam? Bon, personnellement, je pense que le recours est cohérent et puis il est légitime. Parce que la juge qui a prononcé, qui a donné la décision, elle n'a pas communiqué, selon les avocats du PDCI, elle n'a pas communiqué au ministère public. Donc, au regard de la loi, c'est nul et de nul effet. Voilà, donc le recours est cohérent. C'est ce qu'ils disent. Voilà, c'est ce qu'ils disent, mais les textes aussi disent ça aussi. Est-ce qu'elle a communiqué? Bon, la réponse est non. Parce que je ne pense pas que, voilà, ce sont des gens sérieux, je ne pense pas qu'ils vont dire autre chose que ça. Maintenant, quand nous allons dans le fond, nous regardons, c'est un contentieux sur la nationalité. En tant que la juge n'est pas compétente de statuer sur le contentieux de la nationalité. C'est plutôt sur le contentieux sur la liste électorale. Donc là encore, le recours est cohérent et est en phase avec la loi, est légitime. Donc pour moi, personnellement, je pense que normalement, la justice doit statuer, sanctionner cette décision-là et inscrire carrément le nom de Thiam sur la liste. Mais la décision de justice qui est tombée, il a dit là-dedans que c'est un contentieux sur l'inscription de Tidjane Thiam sur la liste électorale et non un contentieux sur la nationalité qui est contestée dans la décision. C'est la nationalité selon la décision de justice, c'est un contentieux sur la nationalité. C'est son inscription sur la liste électorale qui est contestée. Non, mais la juge dit, la juge ordonne à ce qu'on retire son nom. Parce qu'au moment de son inscription, il n'était pas ivoirien. Il n'était pas ivoirien, donc c'est sur la nationalité. Ce n'est pas sur la liste électorale, c'est sur la nationalité. Voilà, donc je pense que leur recours est légitime. Maintenant, c'est à la justice maintenant de ne pas être à la sorte d'une idéologie politique et de dire le droit calmement. Si elle avait communiqué aussi cette décision au ministère public, voilà, là, il n'y a pas de problème. Là, c'est un autre débat encore. Mais elle ne l'a pas fait. Donc, on fait comme ça. Mais selon le texte, cette décision de justice n'est pas susceptible de recours. Non. Mais ça, c'est si elle avait communiqué au ministère public. Si elle n'a pas communiqué, c'est selon la loi, elle doit être sanctionnée de nul effet. Quelle loi? Ouais, la loi, bon, je n'ai pas l'article, j'ai écouté ce que les avocats ont dit. Et non, attendez, parce que ce sont les avocats, ils ont donné les articles, les différents articles, c'est moi qui n'ai pas ça en tête. Mais bon, c'est pas une fois qu'elle n'a pas communiqué, ce qui est vrai. Hein. Non, mais une fois qu'elle n'a pas communiqué au ministère de sa décision, au regard de la loi, les avocats nous font savoir, bon, si je peux employer ce terme maintenant, les avocats nous font savoir que non, cette décision-là doit être sanctionnée, va être sanctionnée de nul effet. Voilà, c'est tout. C'est pas. Pardon, moi, je voudrais juste réagir là-dessus. Parce qu'on a tous assisté dans ce pays-là à des audiences au tribunal. On sait que les avocats de la défense, quand ils sortent de la salle d'audience, il y a toujours quelque chose à dire. Toujours des reproches à faire à la décision de justice. C'est comme ça. Moi, je n'ai jamais vu un avocat qui ressort d'une salle d'audience et qui dit que le juge a bien fait, il a dit le droit. Je n'ai jamais vu ça.
Moi, je ne sais pas si vous avez vu ça. Le procureur souvent dit, le juge a dit le droit. Non, moi, je n'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Après, ce moment-là, sur cette base-là, moi, je me dis que c'est normal que l'équipe de défense du PDCI-RDA amène le juge aujourd'hui sur une piste de procédure. Voilà, parce qu'on dit que la décision n'est pas susceptible d'un recours. Du coup, c'est bien, c'est normal qu'il envoie sur une piste de procédure pour dire que, écoutez, vous n'avez pas respecté la procédure, donc normalement votre décision doit être frappée de nullité. Mais ce qui est là, c'est que la loi dit que cette décision n'est pas susceptible de recours. Quand vous introduisez, un recours sur la procédure, c'est un recours, c'est pas un recours. C'est un recours. Oh, on vous dit. Voilà, c'est un recours. Non, je viens. C'est un recours. Oh, on vous dit que la décision n'est susceptible d'aucun recours. C'est en français. C'est en français facile. Donc, ça veut dire que ce recours-là, qui est en cours là, n'aboutira pas. Lui-même, il a dit dans le PDCI, c'est que c'est une décision qui n'est susceptible d'aucun recours. Mais il dépose quand même un recours. Pourquoi? Est-ce qu'ils veulent, ils cherchent à gagner du temps? Moi, je pense que c'est une décision qui est très lourde aujourd'hui. Les faits, on l'a ressenti nous tous. Hein, je veux dire, quand on voit un peu la réaction des millions de PDCI-RDA, une équipe de défense qui va à une audience et qui perd un tel procès de cette taille-là, forcément, il faut dire des choses pour essayer de calmer un peu les militants, tout ça, pour gagner un peu du temps. Parce que la pilule, là, elle est très amère, cette pilule-là, elle est très amère. Donc, il faut pouvoir la faire passer. Comment la faire passer? Il faut dire que oui, le juge n'a pas respecté les procédures, et ainsi de suite. Mais vous devez lui dire ça, vous devez lui dire ça. C'est une manière de gagner du temps. Moi, je pense que c'est une manière de gagner du temps, c'est une manière de faire passer la pilule. Mais la pilule, elle est passée. Elle est passée, enfin, c'est pas moi qui le dis, on le constate. La pilule est passée. Il faut que le PDCI passe à autre chose. Voilà. Justement, passer à autre chose. Le PDCI dit ne pas avoir d'autres plans autres que Tidjane Thiam. Pourtant, le temps presse. Nous nous approchons progressivement de la présidentielle. Nous sommes dans le mois de mai et là, nous sommes à 5 mois. Hier, nous disions que nous étions à 6 mois. Aujourd'hui, nous sommes à 5 mois de l'élection présidentielle. Sur quoi le PDCI se fonde pour dire qu'il n'a pas autre plan à part Tidjane Thiam? Non. Même si le parti ne coupe pas un risque? Non, même si le PDCI avait un autre plan, il ne va pas dévoiler son plan là. Voilà, ça c'est de la stratégie politique. Voilà, mais moi j'aimerais revenir sur ce qu'il a dit. Est-ce que, au regard des faits, on n'est pas là dans un contentieux sur la nationalité? Nous sommes là dans un contentieux sur la nationalité. Ça, c'est un. La décision que le juge a rendue là, c'est une décision sur l'inscription sur la liste électorale. C'est ce qu'on sait en tout cas. On dit c'est parce qu'il n'était pas ivoirien. Donc, voilà. Donc, c'est sur la nationalité. Non, la décision on ne conteste pas les documents qu'il a fournis. On conteste sa nationalité. Maintenant, la deuxième chose, c'est est-ce que le juge la juge était compétente pour rendre une décision sur le contentieux de la nationalité de Thiam? Non. Ça, c'est la deuxième chose. Parce que les recours, il y en a 3. Les recours, il y en a 3. Les recours, ce sont les recours qu'ils ont déposés sur le contentieux sur la nationalité et aussi la compétence de la juge. Et puis, le dernier recours, c'est la communication qu'elle n'a pas faite. Est-ce qu'elle a fait la communication au ministère public, comme il doit se faire? C'est une question de bon sens. Non, si elle n'a pas fait, c'est qu'ils sont dans leur droit de contester. Non, ils sont dans leur droit de poser un recours. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale parce qu'il a été condamné dans une affaire de braquage de... C'est pas la même chose. Non, je viens. Je viens. Le président Laurent Gbagbo aujourd'hui n'est pas sur la liste électorale parce qu'il a été condamné pour une affaire de braquage de BCAO. Vous voyez? Quand il a été condamné, les avocats du président Laurent Gbagbo, ils ont dit quoi? Que le juge qui a condamné le président Laurent Gbagbo n'est pas habilité à le faire. Est-ce que c'est faux? Non. Moi, je ne rentre pas dans... regardons les tests que disons, est-ce que c'est faux? Je ne rentre pas dans... C'est un ancien président, il ne peut pas être jugé par n'importe quel juge. Je ne rentre pas dans cette considération-là. Je dis, le fait que l'équipe de défense de Laurent Gbagbo ait dit que le juge qui l'a condamné n'est pas habilité à le faire, est-ce que la décision, elle est passée ou elle n'est pas passée? Est-ce que Laurent Gbagbo est sur la liste électorale? Non, mais ça devient politique maintenant. Non. C'est parce qu'on n'a pas respecté les droits. Ça c'est un autre commentaire. Mais je vais dire que tout compte fait, hein, on vous a, comment dire ça? On nous dit que cette décision de justice-là n'est susceptible d'aucun recours. Ce que les avocats comment dire ça, de PDCI font aujourd'hui, c'est un recours en justice. C'est un recours pour essayer d'annuler l'affaire. Or, on vous dit que
cette décision n'est susceptible d'aucun recours. On passe à autre chose. Alors Jean-Yves Kofo, lorsque vous avez pris la parole en première position, dans votre développement, vous avez dit que Tidjane Thiam, lors de son apparition sur le réseau social TikTok, il a dit qu'il ne savait pas qu'il existait l'article 48 au moment où il candidatait pour la présidence du PDCI, au moment où il partait se faire inscrire sur la liste électorale. Est-ce qu'il est en train de donner du crédit sans le savoir à la décision de justice qui a été rendue? Est-ce que c'est une forme de regret qu'il ne dit pas? Mais vous venez de le dire, M. Khalil. Moi, je pose une question. Non, vous venez de le dire. Il est lui-même en train de donner raison à la justice ivoirienne pour dire qu'il ne savait même pas qu'au moment où il s'inscrivait, il n'était plus ivoirien. Il a dit ça de sa propre bouche. La vidéo est encore là. Si vous voulez, on peut la chercher et la passer. Je ne savais pas qu'en m'inscrivant, en ce moment-là, je n'étais plus ivoirien. Parce qu'il dit quoi? Que cette loi-là est une vieille loi qui date de 61 et que la Côte d'Ivoire a hérité cette loi-là de la France qu'il a abrogée depuis 70. C'est lui qui a dit. Donc lui, il pense que c'est une vieille loi. Ok, c'est une vieille loi, il n'y a pas de souci. Mais tout compte fait, elle a été appliquée. Elle a été appliquée, on tire les leçons et on avance. Moi, je pense que ce que le PDCI est en train de faire aujourd'hui, bon, c'est normal, hein, c'est de bonne guerre. C'est normal, il faut essayer de mener des actions pour essayer de calmer un peu les gens, tout ça. Mais le PDCI même sait que c'est une affaire qui est bouclée, c'est bouclé. Maintenant, il faut chercher à avancer. À avancer en quoi faisant? En désignant un autre candidat. Le PDCI ne manque pas de cadre pour aller à cette élection-là. Je ne leur demande pas de suivre forcément Jean-Luc Bion, parce qu'on sait ce qu'il a dit de lui dans le couloir du PDCI RDA. Il y a tellement de cadres. Moi, je vais vous donner un petit nom. Allez-y. Ouais, quelqu'un comme, comment s'appelle, le ministre, non, le nom de ça va me venir. Thierry Tano. Thierry Tano, merci beaucoup. Thierry Tano, voilà quelqu'un qui, dans cette grisaille du PDCI RDA, là, se débat autour de la nationalité de Thiam, qui n'est jamais sorti pour parler de ça, qui n'a jamais pris position. C'est un monsieur que moi je pourrais qualifier de blanc comme neige dans ce débat-là. Voilà quelqu'un, par exemple, que le PDCI pourrait choisir, puisque lui-même, il est vice-président du PDCI RDA, depuis Bédier. Voilà quelqu'un qu'on peut choisir. Alors, est-ce que le PDCI ne se met pas face à un piège politique lorsque le parti adopte la stratégie de ne recourir à aucun autre plan autre que Tidjane Thiam? Non, le fait même de dire qu'on n'a pas de plan B, c'est une stratégie. C'est une stratégie également. Oui, mais est-ce que ce n'est pas un piège politique plutôt qu'un atout? Non, pourquoi? Le PDCI a désigné son candidat. Chez moi, je pense qu'ils ont regardé tous les tests. Ils se sont dit exactement, c'est le cheval gagnant. Manifestement, il n'est pas éligible. Non, mais c'est là que, j'aimerais. Le temps presse, nous sommes à 5 mois de la présidentielle. Le cas de Tidjane Thiam, il y a déjà eu un précédent en Côte d'Ivoire. M. Assalé Tchemoko en a parlé. Et les résultats, c'est-à-dire les décisions des juges sont différentes. Les deux décisions sont différentes. Pour Tidjane Thiam, on a comme l'impression que c'est plus politique qu'au niveau du droit. Voilà, parce que vous parlez de quel précédent au niveau des choses, qu'on appelle ça, M. Assalé Tchemoko a déposé aussi à ce qu'ont réagi certaines personnes de la liste électorale. On lui a dit que non, ta demande est plus sur le contentieux de la nationalité que sur le contentieux de la liste électorale. Mais autour de Tidjane Thiam, on nous fait savoir que non. La juge est compétente pour donner une décision. C'est deux choses, c'est deux poids, deux mesures. Voilà. Ce qui m'amène à dire, nous sommes pour moi à la fin d'un cycle où le système politique et le système judiciaire sont en train de montrer ses limites. Parce que quand vous regardez la Déclaration des droits de l'homme, on se rend compte que dans la Déclaration des droits de l'homme, il y a un article qui dit s'il n'y a pas de séparation des pouvoirs, il n'y a pas de constitution. Donc, on doit les regarder vraiment si en Côte d'Ivoire, il y a séparation des pouvoirs. Et qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Parce que, attendez que je développe jusqu'à la fin, le chef de l'État est le premier magistrat. Il nomme un premier ministre. Et le premier ministre est sur les ordres du président de la République. En tant que nous savons qu'au ministère de la Justice, la voix du ministre de la Justice est une voix crédible, une voix forte. Bon, d'accord. Mais on se rend compte que nous, citoyens, nous n'avons pas un outil politique pour vérifier si le chef de l'État et son ministre ont abusé
de leur pouvoir ou de leur position pour les intérêts particuliers. Non, voilà. Khalil, donc nous voyons la main, attends que je termine, nous voyons la main de l'exécutif dans les judiciaires. Donc comment nous on fait pour se rassurer que non, le ministre de la Justice n'a pas utilisé des artifices judiciaires et juridiques pour pouvoir, pour des intérêts personnels. Il y a une circulaire, voilà. Il y a une circulaire du ministre de la Justice. Non, mais attendez que je termine mon raisonnement avant que je vous donne la parole. Il y a une circulaire du ministre de la Justice qui a demandé à ce que les juges ne refusent pas de documents aux Ivoiriens. C'est assez clair. Non, mais moi je ne suis pas à ce niveau-là. Non, moi je parle de la main de l'exécutif. Non. Moi je parle de la main de l'exécutif dans les judiciaires. Non, mais justement, comment vous parlez de la main de l'exécutif? Comment toi tu fais pour vérifier que le président de la République n'a pas sa main dedans? Comment vous faites pour savoir que l'exécutif a la main sur le judiciaire? C'est tout simplement parce qu'il nomme un ministre, il est le premier magistrat, il nomme un ministre de la Justice. Mais voilà, c'est le fonctionnement des choses. Mais comment? C'est le fonctionnement normal des choses. Non, c'est pas le fonctionnement, c'est la loi. Non, attendez. C'est un compte-pied. Le fait de demander le retrait de... Allons doucement. Le fait de dire que... D'abord de refuser. Monsieur Kofo, allons doucement. Le ministre de la Justice est sur les ordres du président de la République. Faux ou vrai? Vrai. Bon, d'accord. Donc le président de la République a son pied plutôt, a sa main dans le judiciaire. Maintenant, comment nous on fait pour vérifier que sur un dossier, le chef de l'État n'a pas appuyé de sa position ou n'a pas abusé de sa position pour changer les règles du jeu? Voilà, la bonne manière de désigner le ministre de la Justice, c'est quoi? Non, pour moi la bonne manière, il faudrait que les hommes, les procureurs, les gouverneurs et les magistrats soient élus par les populations. Voilà, ça se fait, c'est déjà fait en Ukraine même pour des choses, comment on appelle ça? Ça c'était avant. Le président il est déjà élu par la population. Non, il a été élu par la population, mais il y a une séparation des pouvoirs. Est-ce que la population, en élisant le président de la République, la population ne lui donne pas le droit quitus de désigner les magistrats, les hommes qu'il faut, à des postes qu'il faut pour le fonctionnement, la bonne marche de la République? Dans ce cas, il faudrait que le président de la République soit d'accord lorsqu'on dit que comment on appelle ça, vos magistrats ou vos procureurs sont à la sorte d'une idéologie aussi. Non, voilà. Quand la présidente du tribunal du plateau décide de ne pas remettre, de ne pas donner de certificat de nationalité, à Tidjane Thiam, elle prend le contre-pied du ministre de la Justice. C'est ce que je tente de vous dire. Le circulaire du ministre de la Justice a dit il faut que les juges remettent aux Ivoiriens les documents qu'ils demandent. Mais le fait qu'elle décide de ne pas remettre des documents à Tidjane Thiam, c'est le contre-pied du ministre. Donc elle prend le contre-pied de l'exécutif. Comment on peut dire à ce moment-là que l'exécutif a une main dans l'affaire? Quand on sait que la justice vient de prendre lui-même son contre-pied. Je ne sais pas, enfin... D'accord. Pour terminer on va faire rapidement pour boucler M. Kofo. Il y a des situations où nous sommes d'accord qu'il suffit, comme l'a fait Komé Bakary, qui est sans suite aujourd'hui. Aujourd'hui, les Ivoiriens veulent savoir pourquoi c'est sans suite. Pourtant, c'est aussi grave. Voilà, qui a sa main derrière? Voilà. C'est une question de bon sens. Komé Bakary n'est pas sans suite. Bon, pour l'instant, on est sans suite. Voilà, pour l'instant, même, ils n'ont pas donné de suite à ça, parce que j'ai vu un article tout dernièrement, je crois qu'ils n'ont pas donné de suite à ça. La procureure du tribunal de Benjerville était sur un plateau de télé au cours de cette semaine. Elle a dit que l'affaire suit son cours. C'est une affaire de justice qui prend beaucoup de temps. Sinon, l'affaire suit son cours, c'est la plainte de M. Assalé Timoko qui a été classée sans suite. Sinon, les autres plaintes qui ont été formulées contre Komé Bakary sont... Non, on est là, nous suivons les dossiers. Nous suivons, mais j'aimerais terminer pour dire, selon moi, nos instances qui ont le pouvoir aujourd'hui ne sont pas démocratiques. D'accord, on vous a bien compris. Messieurs, on va boucler avec ce premier sujet. On va marquer une petite pause et on se retrouve dans quelques secondes pour parler cette fois du RHTP qui se prépare pour son deuxième congrès ordinaire prévu le 20 et 21 juin 2025.
Nous sommes toujours sur les antennes de l'Intelligent TV. Vous suivez la revue de presse grand format, votre émission hebdomadaire de décryptage, d'analyse et de débat autour de l'actualité en Côte d'Ivoire et ailleurs. Le deuxième sujet qui nous intéresse ce soir, c'est le congrès du PDCI, que dis-je, du RHDP, qui a été annoncé pour les 20 et 21 juin 2025 par le directoire du parti au pouvoir après la 27e séance de travail. C'était au siège du RHDP hier, mercredi, jeudi plutôt, 22 premiers. C'était plutôt le mercredi 30 avril 2025. Alors, ça sera sur 2 jours. Le premier jour, le 20, ça sera du côté du parc des expositions de Port-Boué où environ 7000 personnes sont attendues. Et pour le second jour, c'est-à-dire le 21 juin, ça sera du côté du stade olympique Alassane Ouattara d'Ebempe qui va accueillir près de 60 000 militants. L'objectif principal de ce congrès, c'est bien sûr la désignation du candidat du RHDP à l'élection présidentielle en octobre 2025. Monsieur, de plus en plus, on a entendu les militants du RHDP appeler à une nouvelle candidature du président Alassane Ouattara. Là, on s'approche tout doucement vers cette assise qui doit désigner le candidat du RHDP. Est-ce qu'on s'annonce, sinon on va vers une confirmation de la candidature du président Alassane Ouattara pour 2025. Ake, on commence avec vous. Merci. Oui, certainement. Car au RHDP, à mon avis, ils n'ont pas d'autre choix que celui-ci. Pourquoi vous Voilà, non pas parce que personne n'a émergé. Le président Ouattara a fait savoir plusieurs fois qu'il dispose d'une bonne demi-douzaine de militants, de cadres capables de lui succéder. Mais il a oublié de nous dire que cette demi-douzaine n'a pas le cran même de s'affirmer, de s'afficher, même de pouvoir prétendre être le président du parti. Est-ce que ce n'est pas aussi une forme de discipline que nous sommes en train d'observer quand personne... Nous ne sommes pas naïfs. Nous ne sommes pas naïfs. Dans un parti politique, il y a une ligne du parti. Quand votre parti est au pouvoir, vous avez quelqu'un qui est secrétaire général, il y a quelqu'un qui est le président même du parti. Mais là-bas, le même président de la République est le même président des partis politiques. Et ça depuis 15 ans. Et voilà. Pour moi, c'est un drame parce que le RHDP, c'est un drame pour moi parce que le RHDP nous propose encore quelqu'un qui a déjà fait 15 ans au pouvoir et qui a déjà dépassé la barre des 80 ans. Pour moi, ce n'est pas un choix du futur. Parce que, bon, lui reste, si on veut dire, c'est son dernier mandat, s'il parvient à se faire élire. Mais 5 ans, en 5 ans, qu'est-ce qu'il pourra faire? En 5 ans, qu'est-ce qu'il pourra faire? Au-delà de 80 ans. Donc, ce n'est pas un choix du futur qui est là. Ce que moi je vois, ce que je constate dans ce choix, qui sera confirmé lors de leur congrès, c'est au RHDP, ils ont plus peur de l'alternance au sein de leur parti politique et peur de l'alternance sur le plan national. Parce qu'on ne voit pas d'alternance dans leur parti politique et on ne voit pas aussi d'alternance sur le plan national parce que nous voyons des exclusions ça et là dans tous les partis. Mais voilà, on va partir à une élection où le président de la République sera confronté peut-être à un poids plume. Voilà. Donc, je pense que c'est un parti qui a peur du changement parce que la majorité des ministres et de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui bénéficient des avantages sociaux, bénéficient même du statut même. Et ça fait qu'ils ne veulent pas que ce statut là change. Donc, ça doit changer. D'accord. Alors, voilà. Jean-Hubert, si le 21 juin, le président Alassane Ouattara a désigné candidat du RHDP, c'est qui m'étonnerait. Pourquoi ça vous étonnerait? Non, ça m'étonnerait parce que je pense que le président Alassane Ouattara, comment dire ça, le scénario actuel, le scénario dans lequel on est actuellement au niveau de, avec par exemple la Tidiane Thiam qui est sur la liste électorale, Laurent Gbagbo, tous ceux-là qui ne sont plus sur la liste électorale, je me dis que le boulevard est ouvert pour que le RHDP l'emporte et que le RHDP l'emporte, quel que soit le candidat. Il faut le dire clairement, il faut que le RHDP peut l'emporter, va l'emporter, je veux dire, à la limite, a les chances de l'emporter, quel que soit le candidat, c'est le thème, a les chances de l'emporter,
quel que soit le candidat. Ah, si les autres sont exclus. Non, moi je ne parle pas d'exclus. Je dis que des gens ont été barrés par la loi. Ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, le scénario dans lequel on est nous montre que effectivement le RDP peut l'emporter, a des chances de l'emporter, quel que soit le candidat. Moi, je suis pas d'accord avec ce thème qui veut qu'on dise ils ont été écartés par. Non, je suis pas d'accord avec ça. Parce que même aux États-Unis, la France, qui sont les vieilles démocraties, ceux qu'on considère comme nos exemples, ceux à qui on veut ressembler, mais des leaders politiques sont poursuivis par la justice. Ce n'est pas parce que vous êtes un leader politique poursuivi par la justice que le pays n'est plus un pays démocratique ou que le pouvoir qui est en place n'est pas un pouvoir démocratique. Parce que sinon, on aurait dit que le pouvoir de Joe Biden n'est pas démocratique. Parce que Joe Biden a poursuivi Donald Trump. Qu'est-ce qu'aux États-Unis, ils n'ont pas fait contre Donald Trump? Ils ont même dit qu'il a perquisitionné celui à la maison. Mais personne n'a dit que les États-Unis, ce n'est pas un pays de démocratie. En France, là. Il a candidaté. Parce que la loi le permet. Mais quand on prend la France, voilà Marine Le Pen, qui est arrivée second à la dernière présidentielle en France. Aujourd'hui, elle est poursuivie par la justice. Elle est inéligible. Elle est inéligible. Est-ce que pour ça, on va dire que la France n'est pas un pays démocratique? Non. La France fait partie des pays qu'aujourd'hui, tout le monde cite en exemple, un pays de démocratie. Donc, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, Tidjane Thiam, Laurent Gbagbo ou je ne sais pas qui d'autre sont frappés par la loi parce que pour telle ou telle raison, qu'on dira que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays démocratique. Non, on a un pays démocratique. C'est parce que ceux qui ont été aujourd'hui chocotés par la loi l'ont été parce qu'à un moment donné de leur vie, ils ont posé certains actes qui se sont mis sur le coup de la loi. Quand Tidjane Thiam dit que lui, il ne savait pas qu'il n'était plus ivoirien quand il s'inscrivait. Mais écoutez, ce n'est pas la loi, c'est pas le juge de Côte d'Ivoire qui a dit renseigne-toi avant de venir. Donc, cet élément-là passé, je pense que le RADP aujourd'hui a plus de chance aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé là, de l'emporter quel que soit le candidat. Donc, le président Alassane Ouattara, moi je dis que le président Alassane Ouattara ne sera pas candidat. Pourquoi? Parce qu'on se souvient de ce qu'il a dit le jour des vœux avec les ambassadeurs. Le président Alassane Ouattara n'était pas obligé même d'évoquer le fait qu'il a encore une demi-douzaine. Mais quand il a dit qu'il se sent prêt, il se sent fort, il se sent encore en forme pour y aller, il s'est senti obligé de dire que mais il y a sa demi-douzaine qui est là. Cette demi-douzaine-là, le président Alassane Ouattara l'a dit depuis 2020 et aujourd'hui encore il continue de le dire. Donc moi je pense que s'il le dit, c'est que à cette occasion-là, il dira à ses militants, il va s'adresser à eux, il va leur expliquer pourquoi il aura pris telle ou telle décision. Parce qu'on sait qu'en 2020, quand il a parlé, comment dire ça, aux députés et aux sénateurs, à Yamoussoukro, en quelque sorte, c'est un peu, quand vous avez les sénateurs et les députés, c'est au peuple que vous parlez. En juin, il aura en face de lui le peuple de Côte d'Ivoire à qui il va s'adresser et il va expliquer pourquoi il aura pris telle ou telle autre décision. Donc, on dirait les militants du RHDP. Bon, ce ne sera pas devant tous les députés. L'activité sera suivie par les Ivoiriens. Non, suivie par les Ivoiriens. Est-ce que vous croyez à ce scénario où le président Ouattara va passer la main? Parce que ce que Kofo Jean-Yves dit, visiblement, Thiam ne pourra pas être candidat. Laurent Gbagbo, Blé Goudé, Guillaume Soro, qui sont des figures très importantes de la politique en Côte d'Ivoire. Peut-être que le président Ouattara pourrait analyser tous ces facteurs et puis décider de passer la main à un autre candidat, à une autre personnalité au RHDP. Qu'il ait dit. Il a dit quoi? Parce qu'il dit, que je cite, moi c'est ce qui a attiré plus mon attention sur le fait, la justification de la confirmation même du président en tant que candidat. Il dit, au regard des 15 ans écoulés, on a vu le PIB doubler. Ils ont vu la croissance passer à 6% par an. Il a vu au niveau des actions sociales, au niveau des filets sociaux, 400 000 ménages ont bénéficié de tout ça. Il a vu le taux d'électrification doubler et il a vu également les écoles, les constructions d'écoles aussi doubler. Moi, c'est ce qui a attiré mon attention, ça m'a fait rire.
Pourquoi? Parce que M. Mamadou Touré est ministre. Raison pour laquelle moi je veux profiter même de votre antenne pour faire un droit de réponse à M. Mamadou, au ministre Mamadou Touré, parce que le PIB qui a doublé, ça n'a pas un impact sur la vie concrète des gens. Quand le PIB double, vous pouvez aller prendre la dette extérieure et venir investir chez vous, ça va gonfler le PIB. Donc, ça n'a pas un impact réel sur la vie des gens. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est au niveau de la croissance. Alors, avant... on va revenir au sujet. Non, on va revenir au sujet. C'est le même sujet. Parce que c'est le même sujet. Ce qu'on veut savoir, est-ce que si le président Alassane Ouattara est désigné candidat du RHDP pour la présidentielle, selon vous, ça serait une candidature de trop ou la candidature du dernier combat? Non, c'est une candidature de trop, il a déjà dit. Mais ce que j'étais en train de développer, c'était pour dire qu'il dit, à part Ouattara, ça c'est pour paraphraser, comme vous m'avez interrompu de Mandela, c'est pour paraphraser, il dit, à part Ouattara, sur le plan même international, c'est le candidat qui peut, qui est nécessaire, qui est fiable pour conduire le bateau ivoire. Donc lui-même, il ne se voit même pas en train de diriger la Côte d'Ivoire. Lui-même, qui nous parle des beaux chiffres, il ne se voit même pas, il ne voit personne au RHDP pour être candidat. Il n'y a personne au RHDP qui peut se prévaloir même faire plus que Ouattara ou faire même, être même au même niveau que lui. Donc, ce n'est pas nous-mêmes qui le disons, c'est eux-mêmes qui le disent. Donc, quand ils parlent de demi-douzaine, ils parlent de demi-douzaine, mais c'est plus de la communication que du réel. Alors, voilà. Pourquoi au RHDP, on ne voit pas ou on n'entend pas un autre cadre en train de manifester, montrer des intentions de candidature, comme on le voit dans des partis politiques, notamment au PDCI-RDA, où on l'a vu, Jean-Luc Bion qui a montré clairement qu'il veut être président de la République. Pourquoi au RHDP, on n'entend pas d'autres sons de cloche? C'est un cas de discipline. C'est la discipline du parti. Moi, je sais par exemple que, dans un parti comme le PPACI, quand vous appelez un cadre du PPACI pour avoir son avis sur l'actualité politique, quelque chose comme ça, on vous dit non, appelez le porte-parole. Mais c'est la discipline du parti. Ça ne veut pas dire que celui qui vous appelez n'a pas l'information, mais il vous dit appelez un tel. Mais c'est la même chose au PPACI. Quand vous appelez un cadre, on vous dit non, appelez M. Bledoumi. Mais c'est la discipline du parti. Donc si au sein du RADP, on a dit, le parti a décidé que les débats, enfin je veux dire, tout le monde, en tout cas dans les échanges au niveau des vérités de candidature, tout le monde met focus sur le président, on met focus sur le président et tout le monde suit ça. C'est la discipline du parti. Donc moi, ça ne m'étonne pas que le RADP décide que tous les cas du RADP décident, enfin, vous nous répondent que non, le candidat naturel, c'est le président Alassane Ouattara, parce que c'est la discipline. Voilà. Maintenant, concernant la candidature du président Alassane Ouattara lui-même, c'est vrai que moi, je serais pour que vraiment il passe la main, et je sens qu'il va passer la main. Mais au cas où il ne passerait pas la main, ben c'est compréhensible. Pourquoi? Parce que on a un pays voisin. Voilà. On a des pays voisins, par exemple, où celui qui est au pouvoir, qui n'est pas un président de la République, parce qu'il n'a pas été élu, mais qui s'est octroyé 5 ans de plus. 5 ans de plus. Vous voyez mon regard. 5 ans de plus. Ça veut dire que lui, il est là encore pour 5 ans. Au Mali, au Niger, tout comme au Burkina. Bon, quand on sait la situation sécuritaire qui prévaut dans ces pays-là, mais peut-être qu'on a besoin encore d'Alassane Ouattara pour 5 ans encore. Est-ce que ce n'est pas une injure? Est-ce que c'est pas une injure aux Ivoiriens où vous êtes en train de nous faire croire qu'en Côte d'Ivoire, à part le président Alassane Ouattara, aucun Ivoirien n'est capable d'endiguer le phénomène de terrorisme? Seul le président Alassane Ouattara est capable d'offrir à la Côte d'Ivoire une forme de sécurité, garantir la sécurité aux populations contre les attaques terroristes. Si vous posez la même question aujourd'hui au peuple burkinabé, et que vous demandez au peuple burkinabé, est-ce que le président Blaise Compaoré était le seul vraiment qu'il fallait, vraiment qui pouvait parvenir à maintenir le pays dans la paix et dans la stabilité? Aujourd'hui là, ils vont vous dire oui. Ils vont vous dire oui. Parce que sous Blaise Compaoré,
on a connu tout ce qu'on connaît comme djihadisme, tout ça autour du Burkina Faso. Mais au Burkina, là, il n'y a jamais eu d'attaque des djihadistes. Mais je viens. Il a fallu qu'un matin on dise que Blaise Compaoré dégage. Et il est parti. Voilà ce qui arrive au Burkina Faso. Donc, posez la même question que vous venez de me poser là à un Burkinabé. Le Burkina Faso, là, après cette affaire de Thomas Sankara, jusqu'à aujourd'hui, quel est le chef de l'État qui a réussi à garder le pays en paix pendant combien d'années? Posez la question au Burkinabé. Mais c'est ça. Ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs noms, mais quelqu'un, par sa finesse, par sa manière de gérer, par sa manière de diriger, peut être celui-là même qui permet au pays de rester en paix. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara, sérieusement, il faut qu'on soit très clair. En 2010, la situation qu'on a vécue ici, qui aurait cru que la Côte d'Ivoire serait aujourd'hui dans une telle situation, franchement, entre nous? Qui aurait cru ça? Voilà. Peut-être qu'aujourd'hui, on peut en rire. Non. Alors, d'accord, on vous a bien compris. La quiétude dans laquelle la Côte d'Ivoire est. Qui aurait cru ça? Non. La quiétude, non. Moi, je ne suis pas forcément pour que le président Alassane Ouattara soit encore candidat, mais je dis que quand on voit tout ce qui se passe autour de la Côte d'Ivoire, avec ces présidents, enfin, ces gars qui ont pris le pouvoir et qui eux-mêmes s'octroient 5 ans supplémentaires, mais je préfère encore un président qui maîtrise déjà la situation, qui est déjà dans l'ambiance, qui sait déjà comment s'y prendre et qui s'y prend déjà bien, puisqu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, malgré le fait qu'on a le djihadisme à nos frontières, on est tranquille. D'accord. Alors, pour contrer les attaques terroristes, comme le dit Kofo Jean-Hubert, est-ce qu'il ne faudrait pas permettre au président Alassane Ouattara de remplir, d'être réélu à la tête de la République de Côte d'Ivoire? Ça fait rire. Vous savez, en politique, normalement, quand vous échangez votre liberté par la sécurité, c'est-à-dire quand, dans la vie active même, ça se passe, quand quelqu'un dit, bon, tu fais du commerce, bon, pour ta sécurité, donne-moi 10 000 francs, chaque jour, je vais venir, je vais enlever les voyous, il n'y aura pas de voyous qui viendront casser ton commerce. Mais c'est un fonds de commerce aussi. Qui envoie ces voyous-là? Comment ces voyous arrivent? Ce sont des questions de fonds. Maintenant, venir nous dire que c'est le président seul qui peut le faire à 80 ans encore. C'est insulter notre intelligence. Non, attendez, monsieur. Vous allez l'écouter, s'il vous plaît. C'est insulter notre intelligence. Ça veut dire que le prochain président de la République, c'est-à-dire si dans 5 ans, Ouattara n'est plus président, c'est que la Côte d'Ivoire, les terroristes viendront en Côte d'Ivoire, après 5 ans. Non, voilà. Donc c'est pour vous dire que s'il y a des terroristes à nos frontières, c'est qu'il y a une raison. Il faut aller chercher les raisons et c'est au nouveau président de travailler avec tous les Ivoiriens pour ça. Le problème de la Côte d'Ivoire, ce n'était pas un problème des terroristes, c'était un problème des rébellions. C'était entre nous Ivoiriens. Certes, il y a eu d'autres étrangers qui se sont ajoutés, mais c'était d'abord entre nous Ivoiriens. Voilà. Donc c'est une question de culture politique. C'est une question de culture. Donc, laisse-moi conclure. Donc, si les chefs de l'État veulent s'appuyer sur le volet sécuritaire pour dire, vous voyez, avec moi, vous êtes en sécurité, donc j'ai besoin de faire 5 ans, je pense que nous sommes dans une manipulation politique. D'accord, monsieur, on vous a bien compris. Voilà. Permettez que nous puissions marquer une petite pause et on se retrouve dans quelques instants pour le dernier sujet de cette émission. Alors, monsieur, comme vous le savez, le secteur éducation-formation a été marqué par des mouvements de grève du 3 au 9 avril 2025 menés par des organisations syndicales réclamant le paiement de la prime d'incitation. Ces arrêts de travail ont eu des conséquences notables. Des ponctions ont été effectuées sur les salaires du mois d'avril, touchant non seulement les enseignants grévistes, mais aussi certains enseignants non grévistes. Pour ces derniers, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation leur a demandé de fournir des preuves de leur présence effective durant la période de grève afin que leur situation salariale puisse être régularisée. Kofo Jean-Hubert, ces ponctions sont-elles justifiées selon vous? Écoutez, moi, c'est moi qui, fort heureusement, qui ai suivi un peu les négociations entre le gouvernement et les syndicats. Et je pense que c'est un processus. C'est un processus qui a démarré le 18, puisqu'il y a eu le séminaire de Grand Bassam.
Donc là, quand on vous dit 17-18, comment dire ça, un séminaire, un atelier de travail pour mettre en place un chronogramme de suivi sur des revendications des syndicats. Le chronogramme a été mis en place le 18. Mais quand on met en place le 18, on est pratiquement à la fin du mois. Moi, je suis sûr que, je sais par exemple qu'il y a des fonctionnaires de l'État de Côte d'Ivoire qu'on paye à partir du 22, 23, 20, 22, 23. Donc, quand on met en place un processus qui démarre le 18, on était déjà le week-end, et après, je pense que déjà les salaires, je ne travaille pas au Trésor, mais je suppose que des salaires avaient déjà été mis. Tout ce qui avait été décidé au préalable avait déjà été, ceux qui devaient être gelés ont été déjà gelés, ceux qui devaient être, ceux qui devaient avoir au niveau de qui ils devaient avoir des ponctions, ça a été déjà fait et la fin du mois arrive. Donc moi, en tout cas, à la place de ces syndicats, on aurait peut-être dû attendre peut-être à la fin du mois de mai. Parce que dans ce processus de dialogue-là, il est question de faire un premier bilan en août. Un premier bilan en août, parce que le processus prend fin en septembre. Donc, il était question de faire un premier bilan en août, et puis, fin septembre, le processus prend fin. Donc, si fin mai, on voit qu'il y a ponction encore, à partir de ce moment-là, il y a problème. Mais bon, ils ont décidé tout de suite de taper du poing sur la table. C'est normal. Ventre vide n'a point d'oreille. C'est normal. Et je pense que le gouvernement les avait reçus, les a reçus dans la foulée de cette dernière grève-là, les a reçus. Ils se sont mis d'accord sur le fait que le gouvernement allait rapidement étudier la question. Pour que ceux qui aient des ponctions, ça soit reversé rapidement. En tout cas, ceux qui ont travaillé et ceux qui aient des ponctions, ça soit reversé. Et puis après, comme les négociations sont en cours et que dans le thème de la négociation, il est question de verser comme une sorte de rappel, verser ce qui avait été déjà coupé pour les mois antérieurs. Je pense que c'est le cas des discussions qui vont avoir lieu. Maintenant, bon, vous savez que quand on dit qu'il y a certains qui n'ont pas fait grève et qui ont eu des ponctions, mais c'est ce que le ministre a dit. Elle a dit que mais il faut voir au niveau de vos chefs d'établissement, parce que c'est eux généralement qui envoient les noms des enseignants grévistes. Donc si à leur niveau, ils se sont trompés en mettant votre nom sur la liste des grévistes, mais ce n'est pas le ministère, ce n'est pas le gouvernement. Puisque le gouvernement n'est pas présent partout. Le ministre de l'Éducation nationale ou la ministre de la fonction publique n'est pas présent dans tous les établissements. C'est les chefs d'établissement qui envoient les listes des enseignants qui n'ont pas été présents en classe. Donc, je pense que le gouvernement est dans son rôle et voilà, c'est normal. D'accord. Ok. Cette ponction, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est une mauvaise décision. C'est une très mauvaise décision parce que si on dit que nous sommes dans un pays de droit, si on dit que nous sommes dans un pays démocratique, ce sont des choses qui ne se font pas. Pourquoi? Moi, j'ai comme l'impression que nos politiciens n'ont pas compris ce que les populations veulent réellement. Les populations ne veulent pas survivre, elles veulent vivre. Et lorsque... il y a une grande différence entre survivre et puis vivre. Lorsque nous sommes dans une situation où, dans un environnement, sur le plan économique, un environnement précaire, où il y a l'inflation, où l'énergie a augmenté, où l'immobilier a augmenté, et vous venez encore ponctionner encore des choses, des travailleurs, je pense que vous attisez encore les tensions au niveau des rapports de force. Il y a aussi la loi qui est là, la loi, selon la loi de la fonction publique. Quand on n'a pas travaillé pendant des jours, on comptabilise ces jours et on retire ça du salaire. C'est ce que la loi dit clairement. La loi dit qu'ils ont le droit de faire la grève. Le droit de grève est lié au droit de travail. Non, on est tous d'accord. Nous tous, nous savons lire. C'est ce que disent les textes de la fonction publique. Attendez, nous tous, on n'a pas besoin d'être juriste pour pouvoir lire les textes juridiques. Au niveau de la loi dit que les grévistes peuvent déposer un préavis de grève. C'est la loi qui le dit. Voilà. Dès qu'ils ont déposé un préavis de grève, ils observent quelques jours avant d'entrer en grève. Bon, c'est au gouvernement de comprendre que sa population a un problème et qu'il faut s'asseoir pour négocier. Les gens parlent de dialogue. Il y a une différence entre le dialogue et la négociation. C'est quoi la différence? La différence, c'est que le dialogue, il y a une des parties qui a la dernière décision.
Vous ne pouvez pas aller dans un dialogue lorsque les rapports de force n'est pas établi. Forcément, le plus fort gagne sur la table. Et dans ce cas de figure, le gouvernement gagne toujours. Et lorsque vous dites à un corps de métier de serrer la ceinture, de se taire et de venir dialoguer, tout en sachant que c'est vous qui avez la dernière décision, et que ce corps de métier ne voit pas le bout du tunnel, c'est tout à fait normal qu'ils engagent un rapport de force. Non, moi, voilà. Je pense que on ne se comprend pas peut-être. Ça veut dire que le gouvernement du Côte d'Ivoire, hein, l'État du Côte d'Ivoire, le gouvernement a ouvert un dialogue avec les enseignants grévistes et tout ce qui est syndicat au niveau de la fonction publique. Il y a eu un séminaire qui a eu lieu à Bassam. Lors de cet atelier-là, il était question d'établir un chronogramme pour mener les discussions, pour voir comment régler les questions de la prime. C'est une prime qu'ils demandent, les enseignants. Ils demandent une prime qui est je n'ai pas les chiffres exacts, mais qui est vraiment hors de portée. Voilà. Donc le gouvernement veut... Portée de qui? Non, l'État de Côte d'Ivoire. Avant, non, on ne fait plus la croissance. Non, mais, donc vous voyez, donc je veux dire que l'État de Côte d'Ivoire, en fait, il faut avoir quand on a un gouvernement sérieux, je ne suis pas un porte-parole du gouvernement, mais normalement, quand on a un gouvernement sérieux, il faut faire des promesses qu'on peut tenir. Ce n'est pas parce que le pays a une bonne croissance qu'on va prendre la quasi-totalité de l'argent pour faire des primes. Voilà, parce que après il faut vivre. Donc, il était question de mettre sur pied un chronogramme hein, pour mener les discussions, pour voir comment ça va se faire. Comme j'ai dit tout à l'heure, que le chronogramme prend fin en septembre, mais il doit faire un bilan en août. Bon. Là, l'atelier a eu lieu, s'est déroulé fin avril, le 17 et le 18. On est pratiquement à la fin du mois. Donc moi, je me dis que certainement que les salaires avaient déjà été ponctionnés avant que, comment dire ça mais la question est... Donc, comme le gouvernement... Pourquoi on ponctionne? Comme le gouvernement... Non, mais attends, pourquoi? Comme il a dit, hein, quand vous ne travaillez pas, on ponctionne. Non, mais on ponctionne, c'est écrit dans ce cas, avant d'aller en grève, hein, ils ont déposé un préavis. Est-ce qu'à ce moment-là, le gouvernement a décidé de discuter avec Le gouvernement avait déjà signé... non, je pense que le gouvernement du Côte d'Ivoire avait déjà signé une trêve sociale qui doit durer de 2022 à 2027. Ça a été déjà signé. Une trêve sociale, ça n'exclut pas qu'il y ait grève. Non, une trêve sociale, ça ne veut pas dire qu'il y ait grève. Non, attendez, la trêve sociale, c'est-à-dire... C'est quoi la trêve sociale? La trêve sociale, c'est-à-dire, c'est un cadre que vous tracez. Donc, c'est-à-dire, s'il y a un problème, vous vous entendez, d'abord, quand il n'y a pas de solution, vous pouvez partir en grève. Ce n'est pas interdit de gréver pendant la trêve sociale. Mais dans la trêve sociale, voilà. Dans la trêve sociale là, qui a été signée, là, des primes ont été accordées à des fonctionnaires. Des primes à quels fonctionnaires? Aux enseignants. Non, pas aux enseignants. Non, mais c'est de ça qu'on parle. C'est le sujet, c'est de ça qu'on parle. Maintenant que les enseignants posent des problèmes de primes, il faut s'asseoir et en parler. Non, le problème des primes s'est posé depuis longtemps. Non, les enseignants. Bon, moi j'ai dit, c'est nouveau. Donnez-moi une minute. Pour les enseignants, c'est nouveau. J'ai dit que l'État de Côte d'Ivoire n'a pas les moyens de payer les primes aux fonctionnaires. Oui, parce que c'est trop élevé. Non, c'est des sommes élevées, mais trop élevé. Et les primes exorbitantes qu'on donne dans les autres corps de métier. Est-ce que vous voilà. Non, je peux vous donner. Mais il y a d'autres qui ont des primes de 1 million qui vont jusqu'à 1 million, d'autres vont jusqu'à 2 millions. Voilà, aux impôts ou à la douane. Voilà, il ne faudrait pas que... Non, généralement, en Côte d'Ivoire, et ça... J'aimerais dire une dernière chose. Terminer rapidement, parce que nous sommes à la fin de l'émission, on me le fait savoir à l'oreille. Pour moi, chez moi, les enseignants demandent une seule chose, le pouvoir d'achat. Vu l'inflation actuellement en Côte d'Ivoire, vu le climat précaire de notre économie, ils demandent à avoir du pouvoir d'achat. Et on se rend compte que les gouvernants ont tellement trop de pouvoir, les gouvernants ont tellement trop d'avantages sociaux qu'ils n'entendent même plus les pleurs, les cris des populations. Et c'est aberrant. Comment aller pensionner des travailleurs dans le secteur éducation-formation quand nous savons que l'école même est malade déjà? Qui va enseigner nos enfants? Non, on fonctionne comme on ne travaille pas. D'accord, monsieur, c'est compris. Merci. Kofi Jean-Hubert, merci.
Merci, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ake Renaud, merci également à vous d'avoir été là. Merci à tous les deux. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce numéro de la revue de presse grand format sur les antennes de l'Intelligent TV. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour suivre le SILA, le Salon international du livre d'Abidjan, qui vous sera retransmis en direct et en intégralité sur les antennes de l'Intelligent TV, qui est la télé partenaire de cet événement. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt sur nos antennes. Bonsoir.